Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Gaba, qui a été instituteur, pédagogue et qui est écrivain, qui a publié 2 livres, dont le dernier en août 2023, Les Outre-mer ne sont pas le paradis, et un roman en 2021, Simon, enfant caché dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, aux éditions L'Harmattan. Bonjour Alain Gaba. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé également pour nos auditeurs. Alors, Alain Gaba, transmettre, éduquer, travailler sur la pédagogie, ça, c'est au cœur de votre vie. Oui, c'est un peu le hasard qui m'a conduit là. En tout cas, j'ai compris, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma formation d'instituteur des collègues qui suivaient le groupe Freinet. J'ai donc eu cette chance de rencontrer Freinet. Et d'un seul coup, à cause de mon passé, qui était un passé dans les fermes, j'ai compris que l'instituteur, c'était quelqu'un qui devait accompagner les enfants. Non pas les assommer de vérités, d'ailleurs, qui vont sans doute parfois se changer dans l'histoire, mais accompagner les enfants dans leurs projets, dans leur vie. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon métier d'instituteur. Que vous avez vécu votre métier d'instituteur. Alors, vous nous disiez en antenne que c'est votre mère à qui vous avez fait une promesse de devenir instituteur, qui vous a peut-être guidé dans cette voie? Ben oui, écoutez, pendant la guerre, j'ai été un enfant caché parce que j'étais de famille juive. Et après la guerre, ma mère était très malade. Et elle est morte, j'avais 8 ans. Et à 8 ans, j'ai promis que je serais instituteur. Et donc, voilà, ma voie a été tracée. Oui, donc en fait, on peut dire une vocation très précoce. Je ne sais pas si c'est une vocation, je ne sais pas. En tout cas, la voie était tracée. Oui, c'était votre mission, en fait, devenir instituteur. J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression. Alors, la pédagogie, transmettre le savoir, être auprès des jeunes, parce que vous avez été instituteur en métropole et aussi en Outre-mer. Vous avez également dirigé un centre de formation à Gennevilliers pour des animateurs. Oui, c'est ça. C'est un. J'ai toujours été dans la pédagogie, c'est-à-dire dans cette approche c'est pas pour diffuser des connaissances, ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est bien pour être à côté des jeunes. Et à Gennevilliers, j'accueillais des jeunes de banlieue qui n'avaient pas soit qui avaient quitté l'école, soit qui je savais pas trop où aller, et donc je les accueillais pour essayer de les préparer à être animateurs, c'est-à-dire à passer quand même une licence universitaire, donc c'était quand même très important. Et oui, ça marchait, ça a marché. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Alors dites-nous, c'est quoi la recette pour que ça marche? Non, je crois qu'aujourd'hui, je sais que vous me posez cette question, je crois qu'aujourd'hui, notre société est complètement déséquilibrée et que les jeunes ont devant eux peu de valeur, et quand ça résiste, ils sont violents. Moi, je les comprends parce que j'ai eu aussi des périodes de violence, mais j'avais en même temps cet équilibre de la nature et de la vie quotidienne. Mais les jeunes n'ont pas cet équilibre-là. Ils sont complètement paumés dans
ils n'ont pas l'école, les parents n'ont pas apporté les valeurs humaines, et donc ils se trouvent. Dans le fond, c'est pas eux qui sont les plus coupables. Ce sont l'école, ce sont les parents, ce sont toute cette organisation éducative et sociale qui les met dans cette situation. Mmh. Donc vous pensez que le manque de lien avec la nature, loin aussi des contacts relationnels concrets et non sur les réseaux sociaux, peuvent expliquer le fait d'un déséquilibre de la jeunesse avec la vie en commun. C'est un peu ça. Ah oui, moi je crois beaucoup. D'ailleurs, tout au long de ma vie, j'ai partagé aussi avec des autochtones ou avec des malgaches, avec leur expérience de vie. Et c'est drôle, mais à part les cigarettes et le whisky qu'on leur offre abondamment, hein, mais dans le fond, ces collectivités sont encore dans le calme, parce que en rapport avec la nature, avec les animaux. Moi, je pense à ça. Je crois que on devrait mettre les écoles en banlieue plutôt que de les mettre au centre-ville. Alors, vous nous parlez de la nature, de liens et aussi de la responsabilité des adultes. Et peut-être que parmi les jeunes gens que vous avez côtoyés en banlieue et aussi en Outre-mer, il y avait aussi la place de l'adulte qui était peut-être plus valorisée en termes justement de transmission de valeurs. Je comprends pas bien. Là, il y avait une autorité peut-être légitime des adultes à transmettre des valeurs aux jeunes gens, parce que vous nous dites, voilà, les jeunes qui vivent dans des situations déséquilibrées, c'est parce qu'ils n'ont plus d'accompagnement, oui. Et peut-être que l'adulte n'est pas suffisamment mis en valeur en termes de transmission peut-être du savoir et puis des valeurs tout simplement. Oui, mais je pense que les adultes sont plus là-dedans. Ils sont dans leur histoire à eux. Et dans leurs valeurs à eux qui, hélas, aujourd'hui, autour de l'économie et de l'argent, il y a plus grand-chose à aller regarder en ce moment-là. C'est le je sais pas quoi, là, breakdance, je sais pas quoi. Ah oui, le Black Friday, oui. Le Black, c'est ça. Bon, c'est ça qui mobilise les gens. C'est pas leurs enfants. Les enfants, ils les couvent. Bon, on parle d'enfants rois il y a longtemps déjà, mais c'est que les adultes ne sont plus disponibles pour les enfants. Mmh. Alors, les faits de violence et de difficultés, on en entend parler tous les jours, mais il ne faut peut-être pas non plus généraliser. Il existe encore des familles et des jeunes où cette transmission, cet accompagnement est présent. Oui, peut-être, mais c'est pas cela que l'on voit. Hein. Alors, les médias sont oui, les médias sont très forts pour faire peur aux gens, un peu en mettant le doigt sur ces événements-là. Oui, bien sûr, il doit y avoir aussi. Très certainement. Alors, votre rôle, Alain Gaba, que ce soit comme instituteur, pédagogue, formateur et écrivain, c'est aussi de témoigner de ce qui réussit, de votre approche, socio-éducative et d'accompagnement. Oui, c'est de témoigner, mais par exemple, ce que je viens d'écrire sur la Réunion et sur les Outre-mer, je suis obligé de dénoncer des choses. On peut pas seulement glorifier les... Oui, il y a des bonnes choses, mais hélas, elles sont couvertes par moi j'appelle ça des ignominies. C'est vraiment des démarches qui sont inhumaines. Moi, comme pédagogue, ce que vous rappeliez, eh ben oui, je suis outré par ces attitudes inhumaines que les adultes font. Alors, parce qu'ils sont... Oui, allez-y Alain.
Non, ça va. Dans votre livre, les Outre-mer ne sont pas le paradis. Dites à nos auditeurs quelles seraient vos pistes de réflexion et d'action que vous pourriez proposer pour répondre aux difficultés de la jeunesse. Écoutez, par exemple, je prends l'exemple de La Réunion parce que je la connais bien. J'y suis allé dans les années 70, donc 50 ans se sont déjà déroulés. Et c'est un peu compliqué de vous répondre parce que moi, je ne peux plus vivre à La Réunion. C'est plus possible. Ces Outre-mer ont pris des directions impossibles à vivre. D'ailleurs, même eux, ils vont avoir du mal à vivre parce que de plus en plus, il y a du monde. Les Outre-mer sont pris un peu comme des parcs d'attractions ou de loisirs. On va là-bas pour le loisir, etc., en oubliant qu'il y a 50% de gens qui n'ont pas de travail et dont les jeunes, on ne sait pas, il y a, oui, autour de 50% de chômage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, moi je trouve que la Réunion, c'est comme la Martinique, la Guadeloupe ou autre, ce sont des choses bien, mais l'école, l'institution scolaire est exactement comme en France, alors qu'on n'est pas en France, on est dans d'autres pays, que ce soit en Guyane. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans les Wallis et Futuna, qui est aussi un territoire d'outre-mer, il n'y a pas d'école. On fait pas d'école. Alors c'est les religieux qui font l'école, c'est ça, et qui sont payés même par la France pour faire l'école. Quand j'ai connu l'action des religieux au Québec, par exemple, c'est un peu, ça me donne un peu des frissons parce que c'est un peu difficile à vivre ces choses-là. Alors, je sais pas, dans tout ça, moi je pense qu'une des solutions d'aujourd'hui, c'est de reconnaître enfin ces populations et non pas continuer à engraisser des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, etc. Que ce soit les impôts, la justice, tout ça, ça vient de la France. Mais les gens qui sont là, qui vivent là, dans ces pays-là, tous les pays d'ailleurs étaient habités quand la France a mis sa main dessus. Sauf la Réunion. Mais la Réunion, l'esclavage est venu très vite de Madagascar, donc c'était un peu aussi quelque chose qui était un peu habité, si l'on veut. Mais tous ces pays-là, que ce soit en Martinique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit à Tahiti même, il y avait il y a encore des personnes qu'on a soit qu'on a un peu on les a fait un peu taire par l'argent. Et alors, donc par exemple, en Martinique, le Conseil régional de Martinique a décidé que le créole serait la deuxième langue du pays. Eh bien, le préfet a dit non, ça ne sera pas comme ça. Bon, donc vous voyez que la puissance, c'est même pas la puissance des armes, mais c'est la puissance des larmes. La puissance des larmes, oui. On est dans la peur, on est dans tout ça. Et dans ces pays-là, ce sont les riches, ce sont les riches et les touristes qui font la loi. Alors,
une des portes ouvertes sur la réflexion, ce serait également évidemment d'accentuer l'accès au savoir des enfants et des jeunes gens, donc l'éducation, l'instruction et finalement le travail des professeurs, des instituteurs et des formateurs. C'est la clé pour sortir de cette impasse. Oui, mais la clé, hélas, les enseignants sont plus, les motivations des enseignants sont un peu rongées justement par les médias, parce que quand vous voyez, quand il y a un incident entre élèves et maîtres, quand il y a un drame, on soulève ça et les enseignants ont peur. Mm-hmm. Donc il y a des enseignants qui ont peur. Il y a des enseignants aussi qui ne sont pas formés parce que moi quand j'ai été instituteur, je suis passé à l'école normale. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, donc il y a une mauvaise formation. Et puis aussi, il y a cette idée que l'école occidentale c'est la meilleure, alors qu'on est dans des pays qui ne sont pas forcément ceux de la France, hein, mm-hmm. Où il y a d'autres valeurs. Par exemple, à La Réunion, moi, quand j'étais instituteur, le créole était interdit. Hein. Mm-hmm. À l'école, le créole était interdit. Or, le créole, c'est la langue maternelle. Bon. Donc, des choses comme ça qui sont un peu difficiles à vivre quand on est sur place. Et, ouais. Oui, en fait, il faut trouver un équilibre. J'ai un peu de difficulté à parler, vous en apercevez. Non, pas du tout, Alain Gabard. On vous entend très bien et on sent... Je trouve que j'ai un peu de difficulté. On sent l'expérience et puis aussi c'est chargé d'émotions. C'est avant tout un témoignage que vous nous livrez. Alors, que pensez-vous, Alain Gabard, de l'autorité dont on parle tellement en ce moment ? L'autorité qui n'est plus acceptée par la jeunesse. Voilà ce qu'on entend. Vous en pensez quoi ? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'autorité doit se situer dans un contexte beaucoup plus global et plus, j'allais dire, plus affectif. Je veux dire, c'est pas une autorité militaire ou non, c'est quelque chose qui se situe dans un contexte plus large où les enfants sont reconnus comme êtres humains, mais pas comme des petits êtres humains là qui vont grandir, non, comme des gens, même à tout âge, qui ont en eux la force de vivre. Mm-hmm. Et donc les enseignants sont là pour les accompagner. Les connaissances ne viennent qu'au moment où il y en a besoin. On n'asperge pas les jeunes de connaissances, d'ailleurs qui sont pas souvent reconnues par les adultes, mais c'est les enfants. Alors il faut ce qui fait que par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne suivent plus l'école, qui n'arrivent plus à suivre. Qui décrochent. Parce qu'on considèrent qu'ils ne sont pas pris en compte, mm-hmm. que leurs désirs ne sont pas pris en compte. Mm-hmm. Donc la première chose à faire, c'est effectivement d'accepter l'enfant comme il est là. C'est quand même les adultes qui l'ont fait. Hein. Alors ils devraient avoir l'idée que c'est un peu le leur, et donc pas cette comment je veux dire, cette ambiance. Oui, c'est un peu une ambiance que l'on voit autour des parents de leurs enfants. Je crois qu'il y a autre chose à faire. Je pense que c'est un peu difficile de dire de mon temps, c'est trop. Mais il y a des valeurs qui sont parties, qui sont complètement différentes. Et je disais la nature parce que
c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que quand même, quand je regarde un arbre là, ça fait 300 ans qu'il est là. Hein. Alors, je pense qu'il a il y a une certaine attitude à avoir par rapport à cet arbre. Respect et l'autorité que dégage cet arbre. Alors, je vous reparlais de l'autorité Alain Gaba, puisque vous nous dites, voilà, il faut accepter les enfants, être à leur écoute, comprendre que c'est aussi ils ont leur univers, et que peut-être finalement, c'est la solution pour que l'autorité de l'adulte soit acceptée par l'enfant, qui lui aussi se sent accepté et compris. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un échange en fait. Oui, tout à fait. C'est un échange avec un poids même plus important chez les enfants que chez les adultes. Oui. Les adultes pensent que c'est eux l'autorité, mais cette autorité doit être partagée. Partagée. Alors, je vous ai interrogé sur votre passionnante carrière d'instituteur, de pédagogue, et donc vous écrivez, Alain Gaba. Comment vous est venu, alors on peut dire, je ne sais pas si je peux prononcer à nouveau le mot de vocation, ou cette passion, qu'en est-il ? Non, je dis plutôt que je suis un artisan de l'écriture. Un artisan de l'écriture. Alors expliquez ça à nos auditeurs. C'est quoi un artisan de l'écriture ? Ce que j'écris passe par mon pas seulement mon expérience, mais ma réflexion. J'ai commencé à écrire quand j'étais en exercice, mais j'ai même travaillé à l'UNESCO, vous savez, pendant 5 ans. Oui, j'ai vu que vous aviez en fait travaillé avec l'UNESCO, je le dis pour nos auditeurs, dans un projet avec les jeunes à Madagascar. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, absolument. D'ailleurs, il y a aussi un aspect de ma personnalité qui peut-être peut expliquer aussi des choses. C'est que depuis que je suis instituteur, j'écris des chansons. Et ces chansons, ces poèmes, tracent ma vie, quoi. C'est pas des choses que je vais chercher quelque part. C'est des choses qui reviennent de ma vie. Et l'écriture, c'est ça aussi. C'est un effort d'aller chercher en soi ce qu'on a compris. Bon. Et, donc, j'ai écrit ce que j'ai appelé une saga. Il y a le roman que vous citiez, après il y a le roman Maître d'école, qui a été aussi paru chez L'Harmattan. L'Harmattan, oui. C'est ça. Ensuite, après, vous savez, les éditeurs, c'est compliqué, hein. Si encore le livre sur l'école, sur la Réunion, dans les années 70, c'est aussi ça aussi. Et puis il y a ce livre aussi sur l'école à Gennevilliers. Donc voilà. Alors et là, des conditions un peu de santé et tout m'ont fait retourner à la Réunion. C'est que j'ai un fils qui est resté là-bas, un fils qui est musicien et qui édite des livres pour la jeunesse et tout. Et il était là justement cette semaine. Il est aussi conscient de ces choses-là. Mais moi, je peux plus vivre sur là. Et donc, j'ai ramené c'est mon dernier livre, qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire, c'est un livre un peu revendiqué, qui dénonce un peu les choses, mais qui pour les autres, ce sont surtout j'allais dire des films, des séquences de vie, pas de ma vie à moi, mais de ma vie dans le milieu, et donc des analyses un peu de tout ce que j'ai pu apercevoir. Et tout ça écrit
sous forme un peu de roman, mais aussi de chansons et de poèmes. Mhm. Donc en fait une introspection aussi pour vous, l'écriture, aussi beaucoup de ressentis, une expérience personnelle par rapport à votre métier d'instituteur et de pédagogue, et en même temps voilà un goût pour l'art, pour la poésie, les chansons. C'est un tout en fait. Oui, oui, c'est un tout. C'est un peu c'est ce que l'homme, ce que mon homme a compris, a compris bien Oui. que le départ de ma vie n'a pas été facile, mais Mhm. euh, cette difficulté du départ de la vie m'a été aussi un petit bonheur parce que c'est là que j'ai connu la nature, la ferme, les activités. Jusqu'à 16 ans quand même, j'ai vécu Mhm. la ferme. Donc, je me suis formé ici. Pas eu de parents de trop. J'ai re- j'ai re- j'ai revu mon père. J'avais 16 ans, 17 ans. Et donc, il a fallu que je sais pas, c'est la nature qui m'a formé. Mhm. La nature est votre force. Alors c'est aussi un beau message à transmettre, notamment à nos jeunes auditeurs. Alors à chacune de mes interviews, je tends une carte blanche à mon invité, Alain Gaba, pour lui permettre d'évoquer un sujet, un thème que nous n'aurions pas abordé pendant l'interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Alain Gaba? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est un peu tout confondu dans Oui. cette démarche, dont je vous parle. Oui. Mais c'est vrai que si je pouvais parler aux enseignants, de réfléchir un peu à ce qu'ils sont. Parfois, je dis d'ailleurs, on enseigne comme sous Charlemagne. C'est-à-dire que l'école n'a pas du tout franchi le pas de tout le reste, de tout ce qui toutes les nouvelles technologies. L'école est toujours là avec un enseignant devant des élèves. C'est terminé, ça. Normalement, ça devrait être terminé. Et en fait, ça continue dans ce sens-là. Je me demande comment, parce que si l'école ne bouge pas, si l'école ne bouge pas avec les parents, avec les enseignants, Mhm. moi, je ne vois pas d'issue. Hein. Je trouve même qu'on est un peu. Mon livre, mon petit livre sur la Réunion, je termine par que les jeunes allaient se transformer en marron, vous savez, en gens qui s'en vont dans la nature en marronnage, Mhm. comme parce que je vois pas quelle solution il y a. Et il y a autant soi-disant le progrès, mais à chaque fois le progrès est saisi par des gens riches. C'est vraiment la richesse. Je sais pas ce que c'est que la richesse, alors que notre vie est riche. Mais Mhm. là, non, c'est même pas, je sais pas comment il faudrait appeler ça. C'est eux qui, qui créent les conditions d'activité inhumaine. Mhm. Alors, la voie que vous proposez tout de même, c'est effectivement la réflexion, de copartager avec les enfants l'éducation, la transmission du savoir, que chacun soit finalement à sa place, hein, l'adulte avec son autorité, et l'enfant qui lui aussi a besoin de participer à son éducation et à son instruction. Mais absolument. D'ailleurs, quand vous parlez là, les adultes, les adultes sont toujours en mouvement aussi. Il y a beaucoup d'adultes qui changent de métier, qui changent d'affaires. Et, il faut donc que les enfants aussi soient libres devant devant ce que peut offrir la société, parce que autrement ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de filières, comme je disais tout à l'heure, de filières riches, de filières
bon, quand on voit les riches qui vont sur la Lune, bon, il y a des choses qui ne sont pas à la portée humaine. Et donc, il faut revenir, à des relations où aussi l'affection se montre d'une autre façon, plutôt que d'aller voir les grands parcs pour les enfants. Il y a autre chose à faire que ça. Donc en fait, l'éducation avec une approche psycho-affective, hein, c'est aussi votre accroche, hein, avec le savoir, la transmission et la jeunesse. Moi, je crois tout à fait. Ouais. Eh bien, écoutez, il m'a manqué, c'est pour ça. En tout cas, alors si ça vous a manqué sans doute, hein, Alain Gaba, au début de votre vie, vous avez su être à l'écoute de la nature et aussi des adultes qui vous ont formé, qui vous ont appris des choses. Et finalement, on en revient, vous voyez, au thème du début de notre interview, l'important de partager avec les enfants, de les intéresser et qu'ils se sentent aimés et compris. Oui, c'est ça. Bon, plutôt compris qu'aimer. Enfin, je veux dire, aimer, c'est naturel, quoi. C'est naturel. Et comment ça s'exprime, c'est ça. Pour qu'ensuite, voilà, comment ça s'exprime et qu'ensuite ils puissent aussi devenir des adultes qui comprennent et qui aiment pour faire face. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'assommer les autres ou les tirs, ou etc. Enfin, il faut aussi que l'on réfléchisse à la guerre qui est là, quoi. Je veux dire, c'est inimaginable pour moi que on retombe en guerre. C'est pas possible. Vous savez, ma grand-mère, elle venait d'Ukraine, donc je suis un peu sensible aussi à ces choses-là parce que bien sûr. Je n'ai pas connu mes grands-parents, hélas. Je suis allé en Ukraine dans le village de ma grand-mère. Oui, un moment sans doute dur et poignant pour vous. Oui, surtout c'était avant la guerre n'était pas là. Quand on pense à ce qui se passe, je sais pas s'il n'y a pas d'autre solution que d'aller se foutre dans la rivière, parce que franchement c'est impossible, quoi, que tout ce qui arrive maintenant entre les Juifs et les Palestiniens, enfin, où est-ce qu'on va se mettre, nous? Où est-ce qu'on est, nous, dans cette histoire? Et si on cherche notre place, alors avec les enfants, c'est encore pire, parce que les enfants aussi sont sensibles à tout ça. Alors, écrire des chansons, écrire des poèmes, écrire aussi sur votre travail, sur votre expérience, ce sont aussi des ingrédients pour trouver des solutions et apporter de l'aide. Oui, c'est un peu, quoi. C'est beaucoup. Je sais pas. Là, je suis en train de rassembler mes poèmes parce que je fais un peu des salons ou des librairies pour essayer de défendre mes idées, mais vous savez, c'est compliqué. Hein. Écoutez, Alain Gaba, vous viendrez nous en reparler sur Radio Rivage avec grand plaisir. Nous arrivons au terme de cette interview. Je tiens à vous remercier, Alain Gaba, de nous avoir accordé cette interview. Oui, je trouve que je suis un peu inquiet parce que je trouve quand même que mon élocution est un peu hasardeuse, mais... Ah, mais vous savez, les invités disent souvent ça, mais nous qui sommes animateurs sur Radio Rivage et qui interviewons, non, pas du tout. Vos mots passent
très bien. Les auditeurs les entendront comme moi, je les entends, c'est-à-dire venant du cœur, c'est l'essentiel, et également de votre expérience. Non, vous nous avez vraiment apporté beaucoup lors de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Alain Gaba. Merci beaucoup. Vous viendrez à nouveau à notre micro parler de oui, ou bien peut-être je viendrai dans... Mais écoutez, vous êtes le bienvenu alors à Arzon, tout près de Port-Navalo, dans le golfe du Morbihan. C'est ça. Nous serons heureux de vous recevoir, Alain Gaba, pour une nouvelle interview à notre studio. Je remercie Marie-Noël et Stéphanie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique et qui m'accompagne à chaque émission. Merci beaucoup Alain Gaba et à très vite alors à Radio Rivage, à Arzon, à notre studio. Allez, rendez-vous est pris. À bientôt chers auditeurs pour une prochaine émission Escapade d'artistes. À très vite chers auditeurs. Ma petite fille, tu n'as pas connu ton arrière-arrière-grand-père, celui qui n'a jamais voulu faire la guerre. Il avait quitté famille et foyer au temps des pogroms d'Ukraine, chassé par le souffle de la haine. Mon petit-fils, tu n'as pas connu ton arrière-grand-mère, celle qui a porté dans son ventre mon père, elle aussi partie de son vrai pays, avec pour simple bagage le livre des Juifs eskénazes. Méfiez-vous des livres d'histoire et des grands discours sur la mémoire. Méfiez-vous des livres d'histoire et de ce qu'ils cachent à nos mémoires. Je les ai cherchés. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de traces. En France, pourtant, ils avaient fait leur place. Ils les ont emmenés en wagon plombé au mois de juillet 44. Le 31 pour être exact. Ils m'ont manqué. Sur leurs genoux, je n'ai pas chevauché. Je n'ai pas connu le goût de leurs baisers. Écoutez le soir de belles histoires, venues du lointain pays. Il me manque encore aujourd'hui. Méfiez-vous des livres d'histoire et des grands discours sur la mémoire. Méfiez-vous des livres d'histoire et de ce qu'ils cachent à nos mémoires. Mes enfants, ces livres, ces messieurs qui parlent d'histoire, disent qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Pourtant, le Darfour, le Rwanda, le Congo, la Tchétchénie, non vraiment, ce n'est jamais fini. Devant les violences, je ne sais que faire, je ne sais comment faire la guerre à la guerre. Guerre de religion ou guerre de raison, les guerres pour la liberté qu'on se hâte de ligoter. Méfiez-vous des livres d'histoire et des grands discours sur la mémoire. Méfiez-vous des livres d'histoire et de ce qu'ils cachent à nos mémoires. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.